Et si absolument tout ce que tu pensais connaître, c'était complètement faux? Après tout, est-ce qu'on vivrait pas tous dans une simulation? Ça paraît sûrement complètement délirant, et pourtant tu t'es peut-être déjà posé la question après avoir regardé un film sur ton canapé un dimanche soir. Et ne t'inquiète pas, en fait il y a plein de personnes qui se la posent. Des personnes comme Elon Musk qui iraient presque jusqu'à affirmer qu'on vit dans une simulation. Et c'est vraiment très loin d'être le seul. Et c'est pas nécessairement stupide, parce qu'il y a aussi des chercheurs et des philosophes qui ont peut-être poussé la théorie un petit peu plus loin que pas mal d'autres personnes, dont l'un d'entre eux qui propose carrément une expérience pour pouvoir prouver cette théorie. Mais ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et dans le cas où tout serait faux, si l'hypothèse de la simulation serait en fait notre réalité, dans le cas où toi, comme moi, on ne serait que des lignes de code, comment est-ce qu'on pourrait bien réagir? Eh bien, on va tenter de répondre à tout ça aujourd'hui. Tout d'abord, si je te dis 10 puissance 18 calculs par seconde, ça t'évoque rien? C'est parfaitement normal. Ce serait la puissance nécessaire estimée pour pouvoir simuler un cerveau humain à l'intérieur d'un ordinateur. Ça représente un 1 suivi de 18 zéros. C'est à peu près le nombre de grains de sable sur Terre. Donc pour pouvoir reproduire un cerveau humain dans un seul ordinateur, eh bien il faudrait qu'il ait une puissance de calcul d'un hexaflop. 10 puissance 18 calculs à virgule flottante par seconde, effectués en permanence sur une seule machine. Et ce genre de calcul en fait c'est par exemple 7,11 plus 1,19, ça te donne 8,30. Ça c'est un seul calcul à virgule flottante, et si je le fais en une seconde, bah ça fait un calcul par seconde. Donc là encore, ça représente un flop. Pour pouvoir mieux comprendre cette valeur, et surtout lui donner un contexte, on va prendre une RTX 4090, ce qui est plus ou moins la carte graphique la plus puissante du marché pour le grand public. Et bien, à elle seule, elle va représenter 83 teraflops de puissance de calcul, soit 83 fois 10 puissance 12 calculs par seconde, donc 83 000 milliards de calculs à la seconde. Et à partir de là, on pourrait peut-être se dire que l'écart entre les deux valeurs est relativement faible. Après tout, 18 moins 12, ça fait 6. Donc, on pourrait estimer qu'il nous faut 6 cartes graphiques pour pouvoir simuler un cerveau humain. Ou alors, une carte graphique 6 fois plus puissante pour pouvoir le faire. Mais tu te doutes bien que si c'était aussi simple, eh ben ce serait déjà réglé. Parce que l'écart entre ces deux valeurs, donc entre la puissance actuelle et la puissance qui est nécessaire, c'est plutôt de l'ordre de 100 000 fois plus de calculs par seconde. 1 trillion de calculs à la seconde, soit 1 milliard de calculs à chaque seconde, sur une seule machine. À titre de comparaison, les stades de foot les plus grands du monde peuvent contenir à peu près 100 000 spectateurs. Donc, imagine ce même stade, mais rempli de RTX 4090. Et là, on se base quand même sur une estimation, parce que cette simulation de cerveau, on l'a pas encore réalisée. Du coup, c'est peut-être une valeur basse. Et éventuellement, pour faire cette simulation, c'est peut-être pas 100 000 RTX, mais 1 million, voire 10 millions de cartes graphiques assemblées les unes aux autres. Mais dans ce cas, on passerait à 10, voire 100 stades de foot remplis tous à rabord de cartes graphiques. Tout ça pour dire que simuler un cerveau humain dans un PC, en théorie, c'est possible. Et dans le cas où on y arriverait, les chercheurs à l'origine de tout ce projet, ce serait pas des genres de divinités pour cette nouvelle forme de vie? Mais en tout cas, aujourd'hui on reste encore très loin de pouvoir la générer. Par contre, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, peut-être un futur bien trop lointain pour pouvoir être imaginé, normalement on devrait être capable de le faire. Et quand on voit tout le chemin parcouru depuis les premiers jeux vidéo type Pong, puis après Tetris, on peut supposer que cette réalité est juste inéluctable. On aura forcément un point dans l'évolution où on aura la puissance de calcul nécessaire pour pouvoir le créer, ce cerveau. Après tout, nos PC sont devenus tellement puissants au fil du temps que ça me paraît carrément logique que quelque part, quelqu'un, un jour, il arrivera à réaliser cette expérience et générera un premier cerveau dans son ordinateur. Après, là je n'ai parlé que d'un seul et unique cerveau généré dans une machine. Mais il n'y a pas de raison que l'étape ultime ne puisse pas être franchie un jour. C'est-à-dire créer tout un univers à l'intérieur d'un seul PC. Peut-être dans le garage d'un genre de super Elon Musk, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me paraît pas si improbable que ça. Compliqué, ça c'est sûr. Mais pas improbable. D'ailleurs, cette hypothèse, elle vient d'où? Pour ça, on a sûrement tous en tête la saga Matrix. C'est normal, c'est sûrement l'œuvre culturelle la plus populaire à ce sujet. On a aussi d'autres œuvres un petit peu moins connues, on a par exemple Rick et Morty, qui évoque cette possibilité, ou encore le Truman Show, qui l'évoque d'une autre manière. Mais on pourrait clairement remonter beaucoup plus loin dans le temps pour pouvoir trouver des traces de cette théorie. Par exemple, René Descartes, qui n'est clairement pas un enfant des années 2000, il pensait qu'il était complètement raisonnable et donc parfaitement normal de douter des sciences. Et par conséquent, remettre en cause la physique en elle-même, c'est normal, parce que ça pourrait tout aussi bien n'être qu'une illusion, le fruit de l'imagination. Et si, à partir de ce genre de constatation, on essayait de remettre en cause la réalité elle-même? Ce serait parfaitement normal avec cette logique. Moi en tout cas, ça me choque pas comme réflexion. Et dans tout ce marasme, il y a quand même quelqu'un qui pousse la théorie encore plus loin.
en tout cas qui pousse la réflexion beaucoup plus loin que les autres. Mais avant de te le présenter, je te propose de remonter le temps une autre petite fois. Est-ce que tu connais le concept de la caverne de Platon? Dès leur naissance, place 5 prisonniers dans une caverne. Il faut qu'ils soient tous tournés face au mur du fond de cette caverne. Et clairement, pas question de faire les choses à moitié, tu vas t'assurer qu'ils soient enchaînés bien solidement. Comme ça, impossible pour eux de tourner la tête. Ils seront condamnés à fixer ce mur droit devant eux jusqu'à leur mort. Comme ça, du début de leur vie jusqu'à la fin, ils ne verront que ce mur. Et tous les jours, tu vas faire un truc sympa. À l'aide d'une torche enflammée, tu vas leur projeter l'ombre d'une feuille, l'ombre d'un livre, une silhouette humaine, bref, un petit peu tout ce que tu veux. En tout cas, que tu veux bien leur montrer. Seulement toi, qui leur fais subir de terribles sévices, tu es quelqu'un d'horrible. Mais tu sais ce que tu leur projettes. Par contre, tes prisonniers, eux, ils voient que l'ombre sur ce mur, et absolument rien d'autre, alors même que ces formes, elles sont pas forcément complètement correspondantes à l'objet de base, ils sont peut-être même déformés par ta torche. Et bien, pour tes prisonniers, la réalité, ce sera tout ce que t'auras bien voulu leur projeter sur ce mur. Parce que pour eux, c'est tout bonnement impossible de voir autre chose. Donc l'univers de leur côté, il va se résumer à cette seule vision. Un truc chelou, plat, avec des formes pas toujours très bien définies, et le tout en nuances de gris. Désormais, les années se sont bien écoulées. Tu as bien torturé tes prisonniers. Bravo. Et maintenant, tu vas pouvoir en libérer un. Tu vas le guider hors de cette caverne toute pourrie où tu l'as logé pendant tout ce temps. Eh bien, ce que ton prisonnier va voir à l'extérieur, ce sera infiniment plus complexe que ce qu'il a eu l'occasion d'observer pendant tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui. Il n'en avait probablement pas vraiment conscience. Mais la réalité qu'il percevait n'était qu'un extrait, une minuscule portion de ce qui fait le réel. Une réalité suffisamment déformée pour n'être plus qu'une simple ombre sur un mur. Alors que la feuille de l'arbre qui tombe est teintée de vert. Elle a un relief, elle a un mouvement, elle est portée par le vent. Et c'est une forme sûrement bien différente de ce qu'il a vu toute sa vie, un truc fixe et sans détail. Et dans cette histoire, l'humanité ce serait un peu comme ses prisonniers, toujours enfermés dans cette cave, dans l'attente du moment où il sera possible d'enfin percevoir ce qui fait le réel au-delà des murs. La réalité derrière notre propre réalité. Bon, en ce qui te concerne, tu as encore 4 prisonniers dans ta caverne lugubre, froide et mal éclairée. Mais on reviendra dessus dans un petit moment, promis. En tout cas, grâce à cette histoire, on sait que l'idée même de mettre en doute la réalité elle-même, elle date vraiment pas d'hier, et encore moins de la sortie de Matrix au cinéma. Et ça, même si la popularité de cette théorie a explosé quelques années après grâce à Elon Musk, mais on reviendra aussi dessus un peu plus tard, cette idée est infiniment plus vieille que ça, et elle est même peut-être encore antérieure à Platon lui-même. Cette théorie est une antiquité à elle seule. T'as capté la vanne? Et donc, à partir de là, on peut légitimement se demander pourquoi ce sujet nous intéresse autant. Pourquoi ce genre de question vient assaillir l'esprit de philosophes et de fans de SF en tout genre. Et oui, je mets René Descartes exactement au même niveau que le joueur du grenier. Et depuis toujours, l'homme a l'air de vouloir tenter de donner une explication à toute chose. Et ça fait des millénaires qu'il mène une véritable quête de vérité. Et cette quête, apparemment, elle aurait une origine. La vérité permettrait d'apaiser, voire même dans certains cas d'effacer complètement la peur. Je me rappelle d'une époque où j'avais peur des araignées, notamment des tégénères. Tu sais, ces grosses araignées qui traînent parfois sur tes murs. T'en as forcément vu au moins une. Eh bien, il y a 7 ou 8 ans, j'ai appris qu'elles étaient parfaitement inoffensives pour l'homme. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques jours, j'ai laissé celle qui se baladait sur mes murs pour une petite nuit parce que j'avais la flemme de la sortir. Et entre-temps, je lui ai trouvé le joli petit nom de Fabrice la tégénère, et le lendemain, Fabrice est revenu se balader sur un mur, et là je l'ai sorti proprement avec un verre et une feuille, et puis je lui ai pas fait de mal. Et elle non plus, elle m'a pas blessé. Pour prendre quelque chose d'un petit peu plus parlant, on peut prendre l'exemple de l'Antiquité. À cette époque, les divinités avaient tout un tas de fonctions qui leur étaient attribuées, comme Vulcain, le dieu des forgerons et des volcans. En gros, il servait plus ou moins à justifier la colère des montagnes ardentes. Donc le pourquoi il y a une éruption, c'était Vulcain en colère. Facile. Et étonnamment, du point de vue de la simulation, ça pourrait même conforter l'idée du créationnisme. Bon, après, on entre dans des idées de religion, puis j'ai pas spécialement envie d'en parler, et on va pas se mentir, c'est pas du tout mon domaine. Tout ce que tu dois retenir, c'est qu'en fait, on remet absolument tout en cause depuis des millénaires, ça date vraiment pas d'hier. Donc, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, on en vienne à douter de la nature même de la réalité. Et puis aujourd'hui, comme on aime plutôt bien la pop culture et la SF, ce serait peut-être un petit peu cool de savoir qu'on vit dans une forme de matrice. Ou pas forcément, remarque. Affirmer que Matrix serait presque un documentaire, ce serait bizarre, mais ce serait la classe de l'avoir filmé. Et il y aurait peut-être moyen de tirer profit de la simulation d'une manière ou d'une autre. Du coup, est-ce qu'on vit dans une simulation ? Peut-être. Franchement, c'est pas évident à dire. Pour toute personne qui se pose la question, et on va le voir
certaines personnes se la posent plus que d'autres, et ben ce serait bien de valider ces théories maintenant. Donc le but final, c'est de prouver scientifiquement que l'on vit dedans. Au premier abord, c'est tout simplement impossible de le dire avec précision. C'est vrai, après tout, comment est-ce qu'on peut prouver que notre univers c'est le vrai? On sait pas du tout si on vit dans l'univers d'origine. On sait pas non plus si on est dans la 45e simulation ou dans l'univers C137. Et on sait pas non plus avec assurance s'il en existe d'autres. En clair, on est dans le flou. Mais on peut se baser sur des théories. Et grosso merdo, il y en a deux. Il y a d'un côté l'idée du multivers, et de l'autre côté la simulation. Bon, je sais c'est pas vraiment le sujet, mais comme il y a un lien, je suis un petit peu obligé d'évoquer les deux concepts. Dans le cas du multivers, on peut le constater à l'immensité de l'espace, l'apparition de la vie, c'est pas un phénomène très fréquent. On peut même dire que c'est extrêmement rare. Bien sûr, tu es libre d'en douter, mais pour le moment, on n'a encore aucune preuve d'une vie intelligente sur une autre planète que notre bonne vieille Terre. Dans le système solaire, ça a l'air assez mal embarqué en tout cas. Mars, impossible, aujourd'hui c'est bien trop hostile. Jupiter, on peut même pas poser le pied sur une planète gazeuse. Et même au niveau des exoplanètes, des globes potentiellement habitables, on en a détecté pas mal. Mais là encore, aucune preuve d'une trace de vie intelligente sur place. Donc, pour le moment, la vie s'est déclenchée sur Terre. Et uniquement sur Terre, et seulement grâce à des paramètres extrêmement précis et favorables à la vie. Si notre globe était un peu plus loin du Soleil, la température changerait drastiquement, donc pas de vie. Si la gravité n'était pas aussi forte ici, et pas d'atmosphère, donc pas de vie. Dans notre cas, il semblerait qu'on ait eu une chance bien plus qu'insolente pour en arriver là où on en est aujourd'hui. La vie ne peut s'épanouir que dans des conditions très précises. Et si, à partir de ce constat, pour pouvoir s'assurer de l'existence de la vie quelque part, il y avait plusieurs univers, et ça au-delà du nôtre, avec peut-être des paramètres drastiquement différents. Des paramètres générés aléatoirement pour une quantité d'univers infini. Et si finalement on n'était pas juste dans une minuscule fraction d'un multivers. Pour aider à visualiser, on peut prendre une boîte. Ce serait donc notre univers avec nous dedans. Si on prend une boîte en dehors de la nôtre, peut-être quasiment identique pour son contenu, mais où par exemple la gravité serait 4 fois moins forte sur tous les astres, j'entends par là que la taille de chaque planète est exactement la même, par contre sa capacité à dévier des comètes ou à attirer tout un tas d'autres trucs, elle va diminuer très fortement. Et dans ce cas-là, la Terre n'aurait pas d'atmosphère pour pouvoir accueillir la vie. Elle serait presque inapte à conserver suffisamment d'oxygène à sa surface. C'est un exemple très simplifié, mais puisque la vie est un concept excessivement rare, en augmentant le nombre d'univers de manière très conséquente, de la même manière, on augmente drastiquement nos chances d'obtenir la vie dans l'un d'entre eux. Dans le cas de la simulation, c'est un petit peu différent. Si on veut créer la vie un petit peu de la même manière, eh bien, au lieu de laisser faire le hasard pour obtenir la vie au petit bonheur la chance, et si on choisissait ces paramètres nous-mêmes? Le plus simple, ce serait tout simplement de faire une copie des paramètres de l'univers d'origine. Et là, la vie se développerait à coup sûr. Par contre, à la différence de l'idée précédente, ici ce serait pas des boîtes strictement séparées, avec aucun moyen de communiquer les unes entre les autres. Par contre, ce serait plutôt des boîtes imbriquées les unes dans les autres, un petit peu à la manière des poupées russes. Un univers d'origine, dans lequel il y a une civilisation, qui elle-même crée une simulation, et peut-être que, à l'intérieur de cette première simulation, un peuple trouvera le moyen de créer la sienne. Après, c'est une cascade, chacun crée sa simulation, et en théorie jusqu'à l'infini. Déjà, si c'est le cas, c'est aussi un concept de multivers, mais c'est encore une fois pas vraiment le sujet de la vidéo. Non, parce que nous, on veut savoir si on peut déterminer assurément que l'on vit dans une simulation. Et à ce sujet, en 2016, il y a eu un extrait vidéo qui a fait énormément parler de lui. La fameuse séquence où Elon Musk expose sa vision du sujet, comme quoi on aurait à peu près une chance sur 1 milliard d'être dans la réalité d'origine. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Ça, c'est une idée assez populaire aujourd'hui. Mais d'ailleurs, tu sais à qui on la doit de base? Parce que ça implique quand même un jeu de probabilité de savoir si oui ou non on est dedans. Et finalement c'est simple, et c'est même pas si ancien que ça. Il y a quelques années, le philosophe Nick Bostrom a émis ceci. Il y a une chance sur 3 pour que l'on soit dans une simulation. Une chance sur 3! C'est pas rien quand même. Et il a présenté son argument en 3 scénarios tout aussi probables les uns que les autres. Et selon lui, seulement ces 3 scénarios sont envisageables. Le premier, la fraction de civilisation de niveau humain capable de réaliser une simulation aussi réaliste est proche de 0. Donc de toutes les civilisations proches de l'humain, il n'y en a aucune, ou presque aucune, qui serait jamais apte à créer une simulation comme ça. Dans ce scénario, la technologie ne peut et ne permettra tout simplement jamais de créer quelque chose d'aussi complexe. Et ici, on s'en fout de savoir si on veut le faire ou pas, puisque de toute manière, on peut pas. Le second scénario, la fraction de civilisation de niveau humain qui serait intéressée par le fait de créer une simulation aussi réaliste est proche de 0. Dans ce scénario, ce serait techniquement possible de créer une simulation aussi proche de notre réalité, mais ici,
tout le monde s'en fout. Ça n'intéresserait absolument personne. Sûrement parce qu'elle ne présenterait aucun intérêt, donc personne ne voudrait la générer. Pour le troisième et dernier scénario, la fraction de civilisation de niveau humain qui pourrait et voudrait créer une simulation est proche de 1. En gros, dans ce scénario, ce serait techniquement possible, et presque tout le monde voudrait le créer. Presque 100% des populations chercheraient à créer une simulation comme ça. Donc, dans ce scénario, la simulation existerait. Et comme on n'a pas d'indice, et encore moins à l'heure actuelle de preuves concernant l'un ou l'autre scénario, eh bien, ils sont tous les trois aussi probables les uns que les autres. Il y a une chance sur 3 que personne ne puisse créer une simulation à l'intérieur ou au-delà de notre univers, une chance sur 3 que personne ne veuille créer cette simulation à l'intérieur ou au-delà de l'univers, et une chance sur 3 que quelqu'un, quelque part, soit apte à la créer et ait bien voulu le faire pour nous. Et dans ce dernier cas de figure, effectivement, si chaque simulation arrive à créer la sienne, du point de vue des statistiques, le nombre d'êtres vivants simulés écraserait complètement le nombre d'êtres vivants non simulés. Et il y aurait quelque chose comme 999 êtres vivants simulés pour un être vivant d'origine. Et on peut estimer que dans ce cas de figure, Elon Musk aurait raison. Si tu mets ces 1000 individus dans une machine à grappin de fête foraine, bah t'as une seule chance sur 1000 de tomber sur un individu issu de l'univers d'origine. Donc t'as plus de 99% de chance de tomber sur un individu qui vient d'une simulation. Donc, on a plus ou moins 99,9% de chance d'être des individus issus d'une simulation. Et là, c'est logique. Du coup, dans la théorie, on aurait une espèce de cascade de simulations, une poupée russe absolument titanesque, et on aurait autant de chances d'être dans la première simulation que dans la 14 547e. Mais vraiment très peu de chances d'être dans la réalité et à l'origine de tout ça. Bon, après, c'est des probabilités, c'est des mathématiques en fait. Et en tout cas, à notre échelle, on peut au moins constater qu'absolument tout est purement et simplement des maths. Absolument tout semble lié à des règles bien définies. Par exemple, la chute d'un objet. On peut prédire sa direction, son point d'impact, à quel moment ça va arriver, etc., etc. Et ça, on le fait grâce à des calculs. Et si en mathématiques, il y a bien un truc qui n'est pas vraiment admis, c'est l'incertitude. Les mathématiciens du monde cherchent à prouver, à démontrer, pas à dire que peut-être, éventuellement, c'est possible. Non, nous, on veut savoir à coup sûr. On ne cherche donc plus à savoir si c'est possible, mais on veut le démontrer à l'aide d'un protocole. Donc une expérience qui permettrait de démontrer une fois pour toutes que oui ou non, toi comme moi, eh bien on serait simulé. Et fort heureusement, on a de la chance, parce que des mecs qui cherchent à le prouver, il y en a quand même un ou deux. Et il y a une personne en particulier qui pense avoir une piste très sérieuse parmi toutes ces hypothèses. Il s'agit du professeur Melvin Vobson, qui a même réussi à pondre un livre à ce sujet qui s'appelle Reality Reloaded, et cette fois ça semble quand même être quelqu'un d'assez sérieux, d'assez légitime, parce que c'est quand même un professeur de physique à l'université de Portsmouth. Bon, soyons honnêtes, c'est pas Harvard, mais ça reste quand même assez sérieux dans l'ensemble. L'idée de ce professeur a l'air relativement simple, et ce serait de se baser sur une loi de l'infodynamique qu'il a lui-même proposée. T'as rien compris ? Pas de problème, on va l'expliquer. Déjà, il n'y a pas vraiment besoin de savoir en détail ce que c'est la thermodynamique ou l'infodynamique, mais dans les grandes lignes, pour le premier, c'est l'étude de la physique entre la température, la mécanique et l'énergie. En gros, imaginons que tu as un café bouillant. Tu le poses sur une table et tu le laisses refroidir pendant un certain temps. Et selon les lois de la thermodynamique, ton café va tout simplement refroidir, parce qu'il aura perdu de l'énergie. Autrement dit pour nous, il aura perdu de la chaleur, il aura diminué en température. Et cette énergie libérée, tu t'en doutes, elle va pas tout simplement disparaître. Elle va se transférer à l'air contenu dans la pièce où t'as laissé ton café avant. Bon, là c'est très simplifié, mais la thermodynamique, c'est l'étude de ce genre de phénomène. Pour le second, à mon avis, c'est un petit peu plus spécifique, parce que c'est l'étude du lien entre une hypothétique information dans la matière et la thermodynamique. L'idée serait que dans chaque particule, il y ait une forme d'information cachée, et cette information, elle permettrait de définir le comportement de cette particule par rapport aux autres qui l'entourent. Par exemple, pourquoi est-ce que le corps humain a cette forme ? Parce que si on zoome suffisamment, ça va devenir absolument impossible de dire si cette particule appartient à un corps humain, à une pierre, à un bout de bois, ou à n'importe quoi d'autre. Donc, on ne peut pas distinguer la particule la plus petite qui compose la matière, donc une particule élémentaire, et ça par rapport à une autre particule élémentaire, et on peut pas la distinguer dans l'infiniment petit. Par contre, si on regarde dans son ensemble, on peut dire que ça appartient à un corps ou à une pierre, donc on ne peut pas avoir cette information sans regarder son comportement dans un ensemble. Du coup, il y a forcément quelque chose d'invisible, quelque chose de caché qui permet de définir le comportement de chacune de ces particules. Si on regarde par exemple Minecraft, et qu'on prend un pixel de l'écran. Si on zoome suffisamment,
ce pixel va ressembler à n'importe quel autre pixel sur l'écran, normal. Pourtant, si je regarde l'image dans sa globalité, je suis parfaitement capable de te dire, ce pixel, il appartient à un cube de terre. Mais si je vais zoomer sur ce pixel et que je vois vraiment que ça, je serais carrément incapable de dire à quoi il appartient. Par contre, derrière, à l'intérieur de mon ordinateur, il y a des règles qui permettent de lui dire que ce pixel représente un petit morceau d'un cube de terre, tout simplement. Et l'information, ça va être ce qui va définir l'interaction des pixels entre eux. Bon. En vrai, c'est une image, parce que dans mon exemple, je te dis que un pixel, c'est la particule élémentaire du jeu. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ça devrait être un bit, donc un 0 ou un 1, puisque c'est la base fondamentale de tout ce qui fait l'informatique aujourd'hui. Et de même, si je regarde dans la mémoire du jeu Minecraft, je suis incapable de te dire si ce 0 ou ce 1 appartient à mon épée en bois ou à ma canne à pêche. Par contre, mon ordinateur, lui, il le sait. Mais l'information, moi, je la vois jamais. Elle est invisible à l'œil nu, elle est cachée, mais elle existe. Et elle est quelque part dans mon ordinateur, puisque mon disque dur la possède. Normalement, c'est assez simple. La particule élémentaire, c'est la particule la plus petite de l'univers qui compose absolument toute chose. Et apparemment, chacune de ces particules élémentaires possède une information cachée qui permet de dire comment elle doit interagir avec son voisin de gauche. Et à partir de ce constat, Melvin Vobson, oui encore lui, il va proposer plusieurs choses. Déjà, le 5e état de la matière. Si éventuellement tu te rappelles de tes vieux cours de 6e, tu sais déjà que la matière a 3 états. Liquide, comme de l'eau, solide, comme la glace, ou encore gazeux, comme par exemple la vapeur d'eau. Et si jamais tu t'y connais un petit peu plus, tu sais peut-être que la matière a un 4e état qu'on appelle le plasma. Mais on va pas trop s'attarder dessus. Il y a aussi d'autres états, mais on va les oublier pour aujourd'hui aussi. Donc après ces 4 premiers états, liquide, solide, gazeux et le plasma, eh bien Melvin Vobson va proposer un 5e état, l'information. Et en clair, ce qu'il théorise vraiment, c'est que chaque particule élémentaire possède une masse, et que la masse totale de cette particule élémentaire va correspondre à sa masse physique, plus la masse de l'information qui sert à la décrire. Donc, pour le pixel, ce serait la masse du pixel en lui-même, plus la masse des bits qui servent à le décrire. Et bien sûr, cette masse serait infiniment plus petite que celle de la particule. Pour aider à le visualiser, on pourrait prendre l'exemple d'une feuille blanche, qui représenterait tout simplement une particule élémentaire. De base, elle possède également son poids, uniquement du papier. Concrètement, c'est ça sa masse. Mais si je commence à tracer un trait dessus, sa masse va légèrement augmenter. Donc vraiment pas de grand chose. Mais sa masse finale, ça va être la masse du papier, plus celle de l'encre qui a été ajoutée sur ce papier. Dans ce contexte, l'encre lâchée, ce serait l'information, et la particule élémentaire, comme je l'ai dit, ce serait la feuille. Et comme ça, les masses vont s'additionner. C'est logique. Par contre, je dis ça, mais l'information dans un ordinateur, ça a vraiment une masse? Parce que quand on y pense, tout est virtuel, ça n'existe pas vraiment. Eh ben, oui. Les octets ont littéralement un poids. Imagine que tu viens de recevoir un nouveau disque dur pour ton ordinateur. De base, normalement sa mémoire est complètement vide. Normalement, il n'a aucune information qui est stockée dessus. Et si maintenant tu le bourres de toutes tes photos, toutes tes vidéos, tous tes jeux vidéo, jusqu'à ce que tu sois capable de le remplir vraiment à 100%, eh bien après avoir bien bourré la mémoire avec ta data, ton disque dur sera un petit peu plus lourd. Forcément, on s'en rend pas tellement compte à la main, parce que la masse avant et après bourrage, elle a que très peu changé. La variation de masse, elle est extrêmement faible. Par contre, ton disque dur sera vraiment un petit peu plus lourd qu'à la base, donc la donnée possède une masse. La seconde chose qui va nous intéresser, encore et toujours proposée par Melvin Vobson, c'est la seconde loi de l'infodynamique, et elle-même basée sur la seconde loi de la thermodynamique. Et ne t'inquiète surtout pas, je vais tout expliquer. La seconde loi de la thermodynamique nous dit ceci: dans un système fermé, l'entropie à l'intérieur ne peut que stagner ou augmenter au fil du temps. En clair, si je prends par exemple ma chambre, on pourrait partir de l'idée qu'elle était bien rangée à l'état initial. Elle était donc dans un état d'ordre où absolument tout était à sa place. Maintenant je viens, je me déplace un peu et je fous la merde un petit peu partout. J'ai donc fait passer ma chambre de l'état d'ordre au chaos. Donc, j'ai augmenté l'entropie dans ma chambre. Et toujours selon cette seconde loi, derrière, si je cherche à ranger à nouveau ma chambre, si je cherche à tout remettre en ordre, eh bien, je ne pourrai absolument jamais le faire. Tout ce que je vais faire, c'est mettre tout un petit peu plus en bordel à chaque fois. Bon, c'est peut-être un petit peu con comme image, mais au moins tu as l'idée. Dans un système fermé, il est absolument impossible qu'il reprenne son état initial. En thermodynamique, l'univers lui-même, qui est composé d'une quantité absolument folle de particules élémentaires, eh ben c'est aussi le plus grand système fermé, la plus grande boîte possible si on veut. Eh bien même lui, son état ne peut que stagner dans la situation où absolument rien ne bouge, donc aucune augmentation du chaos, ou alors il peut s'aggraver et augmenter son entropie au fil du temps. Il ne pourra jamais revenir à son état initial de lui-même. Donc, ces particules élémentaires ne seront jamais rangées comme elles l'étaient à l'état initial. Alors, son entropie ne peut que stagner
ou augmenter. Dans le cas de l'infodynamique, ça va être un petit peu différent. L'entropie ne mesure pas vraiment le niveau de chaos d'un système, contrairement à la thermodynamique. Par contre, elle mesure l'incertitude, la quantité d'informations nécessaires pour pouvoir décrire un ensemble de données sans aucune ambiguïté. Plus il nous faut de règles pour déterminer assurément une valeur, plus le niveau d'entropie sera élevé. Et inversement, moins il faudra de règles, plus l'entropie sera faible. Si je prends par exemple deux images très distinctes. La première, ce serait ce carré vert. Pour la décrire, ce serait très simple. Déjà, tout est vert, et les dimensions ce serait du 1080 par 1080 pixels. J'ai à peu près besoin de 2 règles pour pouvoir définir cette image. La seconde photo, ce serait celle d'une plage. Là, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Déjà, on a une photo en plusieurs parties. On a le ciel, les nuages, la plage, la mer, un petit peu de verdure dans le fond, et après, il faudrait que je donne précisément la position et la forme de chaque nuage. Également la place que prend le sable sur l'image, l'inclinaison de la plage, etc., etc. En bref, cette image a besoin d'infiniment plus de règles pour pouvoir être décrite très précisément. Je serai toujours beaucoup moins précis en te décrivant la plage que le carré vert tout seul. Donc, dans la seconde photo, on a une entropie beaucoup plus grande que pour la première. Et si jamais tu étais censé décrire ces deux images à une personne ayant perdu la vue, il y a quand même fort à parier qu'il visualise bien plus facilement le carré vert que la plage. En résumé, si on a beaucoup de règles et très peu de précision dans une description, alors on a une entropie très élevée. Sinon, si on a peu de règles et beaucoup de précision pour le résultat final, eh bien ça veut dire qu'on a une très faible entropie. Donc, l'entropie en infodynamique, c'est la mesure de la précision. Et selon la seconde loi de l'infodynamique, déterminée par Melvin Vobson au fil de ses recherches, au cours du temps, l'entropie va soit stagner, soit diminuer. Par contre, je vais pas détailler beaucoup plus, ce sera un sujet beaucoup trop long pour la plupart d'entre nous, moi compris, mais tu peux quand même retenir que dans le cas de l'information, au fil du temps, l'entropie a tendance à diminuer jusqu'à une valeur minimale. On se dirige donc vers un état de plus en plus facile à décrire au fil du temps. Et aussi que pour la thermodynamique, bah c'est pas tout à fait la même chose. L'entropie a tendance à augmenter au fil du temps. Pourtant, en théorie, les deux auraient dû tendre vers le même résultat. Tout aurait dû se complexifier à chaque fois. Et donc, tout aurait dû être plus chaotique au fil du temps. Et à partir de cette découverte, le monsieur pour savoir un véritable indice concernant la nature de notre réalité. Et si l'entropie était finalement la solution dans cette quête de vérité? Un tout premier vrai indice en faveur de la théorie de Matrix. Est-ce qu'il faut pour autant estimer que ça y est, on a la preuve ultime qu'on vit dans une simulation? Pas encore. En fait, il faut encore pouvoir le démontrer. Parce que jusqu'à présent, tout ce que je t'ai détaillé là, bah c'est encore que de la théorie, c'est du gribouillage sur un papier. Pour l'instant, il nous manque encore l'expérience de Melvin Vobson, et vérifier que les résultats coïncident bien avec les attentes. Et ça tombe bien, parce qu'en termes d'expérience, il en propose une. Selon lui, ce serait parfaitement possible de prouver sa théorie. Et ça, avec le matériel actuel. Le but de son expérience, ce serait de détecter l'information qui se cache derrière les particules élémentaires. Donc vraiment, détecter la donnée qui compose notre univers. À partir de ce 5e état de la matière et de quelques recherches un peu antérieures à son travail, il a établi le principe d'équivalence masse-énergie-information. En gros, plus un objet est lourd, plus il a de particules élémentaires, donc plus il a d'informations. Et ce principe, il est valable dans tous les sens. Plus un élément a d'informations, plus il va être lourd, et du coup, plus il aura de particules élémentaires. Donc, selon notre cher Melvin, une pierre a donc bien plus de particules élémentaires qui la composent qu'une plume, puisque la pierre a une masse bien plus élevée que la plume. Et ce serait ce principe qui serait la première piste à suivre, puisqu'en 2022, il a proposé un protocole pour pouvoir prouver la masse de la donnée. L'idée est, j'ai envie de dire simple, parce que c'est assez simple à comprendre, mais il y a quand même quelques petites difficultés pour pouvoir la réaliser. L'idée de base, c'est de prendre une particule élémentaire d'un côté et une autre particule élémentaire de l'autre. Dans notre expérience, on va les appeler Robert et Roberto. En fait, Robert et Roberto sont parfaitement identiques, à un détail près. Ici, la spécificité de Roberto, c'est d'être l'antiparticule de Robert. Si l'un vient à toucher l'autre, s'ils entrent en contact direct, alors nos deux Robert et Roberto vont se désintégrer dans un flash de lumière. Donc, facile, faire entrer en contact une particule élémentaire avec son antiparticule. Donc une particule chargée positivement, et la même, mais chargée négativement. Donc quand je dis la même, c'est les mêmes caractéristiques. Et donc, à ce contact, les deux vont tout simplement se désintégrer en générant une certaine quantité d'énergie, donc ce flash de lumière. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que Robert et Roberto vont laisser derrière eux? Eh bien, Melvin Vobson estime que l'information possède une masse que l'on pourrait mesurer. Donc, à la disparition de nos regrettés Robert et Roberto, il devrait donc théoriquement rester la masse des informations des deux particules élémentaires. Et si, après ce flash, il n'y a absolument aucune masse qui est révélée, alors l'information ne possède pas de masse. Du coup, elle n'existerait probablement pas. Sinon, la masse relevée à l'issue de cette expérience,
donnerait la masse de la donnée. Donc on obtiendrait à peu près la masse d'un bit de la simulation dans laquelle on vivrait. Et c'est à peu près le même concept que pour notre disque dur de tout à l'heure. Si notre disque dur est plein, alors il a une certaine masse. Si on le vide intégralement, alors il aura perdu une certaine masse. Donc l'information qui est contenue sous forme de bits en informatique en possède une. Et c'est précisément cette donnée que va chercher Melvin Vopson. Alors je vais peut-être te rassurer, mais il va pas vraiment relever cette masse à l'aide d'une balance. Maintenant qu'on peut obtenir cette preuve, cette masse qui prouverait que toi, comme moi, on ne serait que des intelligences artificielles et que notre univers ne serait que tromperie depuis le début, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs problèmes en fait. Déjà, pour mener une expérience de ce genre, ça coûte cher. Apparemment, ça coûte même vraiment très cher. Et c'est pour ça que notre ami Melvin a tenté un financement participatif sur le site Indiegogo il y a déjà quelques temps. Il espérait 215 171 €, et il en a récolté 6 938, soit à peu près 3,2% de l'objectif initial pour le financement de cette expérience. C'est très, voire trop loin de ce qui était attendu à la base. Et si on n'a pas de pognon, on fait pas de manipulation. Et soyons honnêtes, cette expérience elle est pas prête d'être menée. Déjà peut-être parce qu'on a autre chose à foutre de notre pognon, comme par exemple acheter des spaghettis pour le repas de ce soir, d'autant plus que cette branche de la science, la physique de l'information, c'est un truc vraiment très récent, et forcément c'est pas dès qu'on trouve un nouveau truc qu'une entreprise ou un état va investir immédiatement des milliards dans ce domaine. En tout cas, à l'heure actuelle, la science n'a pas encore tranché, et absolument tout reste à l'état de théorie. Conclusion, on peut pas prouver quoi que ce soit pour le moment. Mais il reste toujours des questions sans réponse. Pourquoi est-ce qu'une simulation serait utile? C'est vrai ça. À quoi ça servirait de créer tout ça? À quoi ça servirait d'avoir indiqué qu'un corps humain aurait des poils de cul? Pour créer les Sims en super poussé? Donc pour le plaisir de faire une espèce de super jeu vidéo? Peut-être pour générer de l'énergie à partir du travail effectué par les personnes dans cette simulation, comme peut l'évoquer la série Rick et Morty, ou encore pour observer comment s'est déroulée l'évolution, et par la même occasion, observer d'une certaine manière les ancêtres de cette super population, enfin surtout leur mode de vie et leur évolution. Eh ben je vais très certainement te surprendre, mais j'ai probablement aucune certitude à apporter sur ces questions. Et très franchement, je pense que Melvin Vopson n'en a pas tellement plus à apporter, parce que je te l'ai pas dit explicitement, mais la quasi-intégralité de mes sources sont liées à ce mec. Quand on fait des recherches dans ce domaine, presque tout pointe vers Melvin Vopson. Le 5e état de la matière, ça vient de lui. La seconde loi de l'infodynamique, pareil. C'est presque le seul à avoir poussé le délire aussi loin. Alors, est-ce que son protocole expérimental est viable? Aucune idée. Est-ce que toutes ces théories sont valides? Aucune idée. Par contre, il y a à mon sens une question bien plus intéressante à se poser que de savoir si oui ou non on vit dans une simulation. Si jamais demain on avait la preuve que depuis le début on vivait dedans, comment est-ce que tu réagirais à cette nouvelle? Moi c'est un sujet qui m'intéresse pas beaucoup. J'aime bien l'idée, j'aime bien faire des blagues sur le fait que c'est une simulation. Je trouve que le côté humour de tout ça est fascinant intellectuellement, c'est pour ça que je dis c'est très mondain. Mais si je me mets en mode sérieux intellectuel, je trouve que c'est une question profondément inintéressante. Sur cette réflexion, j'aimerais reprendre ma petite histoire de la caverne de Platon. Pour rappel, je me suis arrêté au moment où un seul de tes prisonniers avait le droit d'aller sortir et de voir le monde à l'extérieur. Maintenant qu'il est libéré de ses chaînes, et qu'il a pu constater l'immensité du monde, il va tenter de retourner voir ses camarades. Et une fois de retour dans ta caverne, il va tenter de leur expliquer à quel point le monde est nuancé, infiniment plus complexe, peut-être plus beau, peut-être plus dur que toutes ces formes qui ont été projetées sur ce mur, que les arbres ne sont pas qu'une vague forme grise déformée par les rayons d'une flamme vacillante. Comment est-ce que tu penses que tes 4 autres prisonniers vont réagir? Ils ont vécu des dizaines d'années dans le mensonge, mais pour eux, le vrai, la réalité, c'est ça, c'est cette caverne, c'est ce mur, c'est ces formes, et pour eux, rien n'existe en dehors de tout ça. Est-ce que tu penses qu'ils vont juste accepter que la réalité soit drastiquement différente de ce qu'ils ont toujours connu, qu'ils ont toujours vécu dans le mensonge le plus total? Ou alors, peut-être qu'ils essaieront tout simplement de faire taire celui qui détient la vérité et cherche à se faire le messie. Peut-être que la question initiale est intéressante. Est-ce qu'on vit dans une simulation? Peut-être que oui, peut-être que non. Et peu importe les observations, peu importe tous les indices que certains ont pu penser percevoir à travers le temps, à ce jeu de probabilité, aucune réponse n'a encore été trouvée. Au mieux, aujourd'hui, toi comme moi, on a à peu près une chance sur 2 de vivre dedans. Mais est-ce qu'on aurait véritablement envie de savoir que l'on vit dedans? Peut-être pas au final.